Donc bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire Gestion de crise YG. Donc aujourd'hui nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première saison de YG et pour le 3e épisode. Donc je me permets de me présenter. Donc Paul-Henri Richard, je m'occupe de la chaire Gestion de crise. J'en suis l'administrateur et je suis ingénieur de recherche à l'Université de Technologie de Troyes. Donc j'accompagne également Tanguy dans cette saison de podcast et dans les interviews. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, nous avons le plaisir d'entendre Monsieur Raphaël de Vitoris. Bonjour. Donc, avant de te présenter plus en détail, je reprécise le format dans lequel s'inscrit ce podcast. Donc aujourd'hui, on est dans un double format, à la fois un format partage d'expérience, donc les praticiens au cœur de la prévention et de la gestion des crises, à travers tes missions de gestionnaire de crise groupe de l'entreprise Michelin, et également dans le format actualité de la recherche. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux faire face, dans la mesure où tu as aussi le profil de chercheur, ou tu es docteur en sciences de gestion sur les thématiques de gestion de crise. Donc Raphaël, pour commencer, l'idée, ça va être de te resituer. Je précise aux auditeurs, je me permets de te tutoyer, on a eu l'occasion de travailler ensemble depuis déjà pas mal de temps sur tout un tas de thématiques. Avec notamment un alternant en commun. L'idée de ta présentation, c'est de montrer un peu la diversité de ton profil. Et c'est tout l'intérêt en fait, des personnes avec qui on travaille et qu'on interviewe aussi dans le cadre de cette saison de podcast. Donc tout d'abord, tu es responsable de la gestion de crise au niveau du groupe Michelin depuis plusieurs années. Donc tu es rattaché à la direction de l'audit, de la qualité et de la gestion des risques. Donc depuis, c'est tout récent, depuis 2020, tu es docteur en sciences de gestion de l'université du Havre-Normandie. Je remets en avant le sujet de ta thèse, qui était sur le pilotage des cellules de crise avec le développement d'un modèle au sein du groupe Michelin. Et puis, tu es également enseignant sur ces thématiques et tu partages ton expérience auprès de plusieurs universités et écoles d'application, avec notamment l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers ou encore l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Donc voilà pour ce préambule et ça met vraiment en avant ton profil atypique, à la fois en tant que praticien et en tant que chercheur. Donc pourquoi tu t'es intéressé, c'est une question qu'on aime bien poser aux personnes qu'on rencontre, à ces thématiques de gestion de crise, et qu'est-ce qui t'a amené au fur et à mesure à développer une expertise et puis des travaux de recherche sur le sujet ? Alors, merci de me donner la parole. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi m'intéresser à la gestion de crise ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est omniprésente. Parce que maintenant, c'est devenu notre lot quotidien. Il n'y a qu'à regarder la presse, et ça depuis vraiment plusieurs années. Et en fait, c'est pas seulement en raison de la surmédiatisation des événements, mais en fait, c'est par un double phénomène d'accroissement en nombre et en magnitude des situations chrysogènes, et du fait de l'évolution même des organisations, qui sont toujours plus complexes, toujours plus couplées, et qui m'a amené à voir la gestion de crise comme un incontournable. Justement sur la fonction, et c'est vrai qu'une fonction qu'on retrouve dans d'autres groupes, je pense au groupe Air France, à tout un tas d'entreprises du CAC 40, de responsables de la gestion de crise, notamment à ce niveau de gestion qui est le niveau groupe, enfin quasiment niveau monde. À quoi ça correspond pour toi cette fonction un peu de crisis manager, de ce niveau de responsabilité sur cette thématique pour un grand groupe industriel qui est à plusieurs dizaines de milliers de personnes et sur de très nombreux pays? À quoi correspond ta fonction? Et comment tu es en arrivé là aussi dans ton parcours au sein de Michelin? D'accord. Alors, moi, j'aurais tendance à amener une réponse qui va être qui va être toute personnelle, puisque lorsque je discute avec mes confrères du CAC 40, il s'avère que nous sommes nombreux à avoir malgré l'intitulé commun, des fonctions finalement différentes. De mon côté, moi, je vois le crisis manager au niveau d'une multinationale comme un organisateur de pérennité en temps de paix et aussi un agent de survie en temps de crise. Donc, il a cette double casquette à porter. Les enjeux sont différents. Il y a une saisonnalité toute particulière. Il y a des psychologies toutes particulières et des interlocuteurs particuliers. Donc, c'est deux fonctions qui sont très différentes en fait et qui font sens l'une l'autre. Et donc en fait, pour moi, le crisis manager, c'est d'abord une personne qui est capable de recombiner des savoirs qui sont déjà diffus dans l'entreprise, des savoirs, des méthodes qui ont été éprouvées en fonction de la situation à affronter. En d'autres termes, en fait, l'improvisation est permanente. D'accord.
On va faire un petit focus vraiment sur la dimension opérationnelle et le déploiement en fait, de cette thématique et gestion de crise au sein du groupe Michelin. On a eu l'opportunité là, il y a quelques mois de pouvoir se questionner ensemble et que je puisse t'interviewer sur le sujet un petit peu de la prise en compte de la pandémie dans la gestion de crise pour le groupe Michelin. Donc pour tout un tas de grandes entreprises d'administration, au niveau également géopolitique, ça a remis en avant les thématiques d'anticipation, de préparation face aux crises. Toi, sur ce concept, et pas forcément avec le prisme associé à la pandémie, mais comment tu définis un petit peu ce concept? Comment ça s'inscrit au sein du groupe Michelin? Est-ce qu'il y a une définition de la crise, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue du groupe industriel? Alors, c'est une question clé, puisque selon l'approche qu'on a du phénomène de la crise, on a une organisation différente du phénomène. Donc, si on regarde la littérature, il y a plusieurs approches qui se sont succédées à travers les années. Ça a été brillamment démontré, en particulier dans une thèse d'un monsieur qui s'appelait Passé en 2011, qui montrait qu'en fait, il y avait un courant plutôt par l'impact, une approche plutôt par l'impact, où on voyait une crise d'abord par le prisme de ses conséquences, et c'est comme ça qu'on l'a qualifié, avec une vision très opérationnelle, très réactive, qui a après donné naissance à une approche plutôt sectorielle, dans laquelle on abordait la crise d'abord par ses causes, avec l'idée que c'était que l'expression de dysfonctionnement, et qu'en ce sens, il y avait une anticipation possible des crises possibles. Pour ma part, je m'aligne davantage avec la dernière approche en date qu'on voit dans la littérature, qui est une approche complexe, dite complexe, largement inspirée des théories de la complexité et des théories mathématiques qui tirent sur le chaos déterministe, où pour moi, une crise, c'est d'abord une dynamique non linéaire qui impacte un système complexe ou multicomplexe, dans le sens où c'est une dynamique donc non proportionnelle qui pourrait impacter un système complexe comme l'est une organisation, voire un groupe d'organisations, un tissu industriel qui rendrait les choses encore plus difficiles à gérer. Donc c'est la vision que j'ai. Cette vision-là, même si ce n'est pas la définition littérale qui a été adoptée par le groupe Michelin, une définition un peu moins mateuse, je vais dire la définition du groupe Michelin, cette approche-là a quand même largement influencé l'organisation du groupe, qui repose sur des notions de fractalité, de choses comme ça, qui a montré sa robustesse lors de la gestion du Covid. D'accord. Ça me permet de rebondir sur la prochaine question, c'est concrètement au sein du groupe Michelin, comment cette politique de gestion de crise et cette subsidiarité en fait, entre les différents échelons de cette entreprise mondiale, comment ça vient se structurer concrètement? Alors, tu as dit le mot-clé, la subsidiarité. Nous, on se structure en poupée russe, pour parler le langage en interne. Donc, on a un jeu de cellules de crise et de cellules miroirs, donc de cellules auxquelles elles reportent, qui se situent à 4 niveaux de l'entreprise. Donc, du niveau le plus bas en termes de cellules de crise, sans jugement de valeur, je parle seulement au niveau de la pyramide hiérarchique. Donc, au niveau usine ou agence. Après, qui reportent ou qui sont sous la dépendance de cellules miroirs au niveau des pays, qui elles-mêmes sont sous la dépendance de cellules miroirs au niveau de grandes régions. Nous avons découpé les régions du monde en 10 grandes régions dans le groupe. Et elles-mêmes, ces régions, sont sous la tutelle d'une cellule ou d'une organisation groupe. Et donc cette subsidiarité, en fait, cette fractalité dont je parlais lors de ta question précédente, se repose d'abord sur une prépondérance de la dimension géographique, et en fait qui est essentielle de manière à ce que les cellules de crise et les cellules miroirs partagent un common ground, je ne trouve pas le terme, un terrain commun en termes de linguistique, d'éléments juridiques ou de culture. Et donc elle se structure de cette manière-là. Et à l'intérieur de chacune des cellules de crise, une particularité aussi, c'est qu'elle ne se structure pas en fonction des postes des membres, mais plutôt par rapport à leur profil. Justement, enfin, deux questions intéressantes. Une première un peu macro, c'est de se dire, est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur en termes de nombre d'employés du groupe Michelin et nombre d'usines d'agences, pour qu'on puisse se rendre compte derrière de combien potentiellement de cellules de crise ou d'organisations
locale de crise ça peut représenter, le nombre de choses qui est à coordonner potentiellement dans des crises d'ampleur mondiale comme la pandémie. Donc ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est justement sur les profils qu'on vient retrouver en cellule de crise. C'est quel type de profils en fait qui ont été définis et pourquoi spécifiquement ces types de profils? Alors, en ce qui concerne les nombres de manière macro sont les suivants. 130 000 employés à travers le monde, présence dans 117 pays. On avait jusqu'à des acquisitions récentes plus de 70 usines. Je pense qu'on est passé à plus de 85 maintenant avec des usines sri-lankaises, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est entre 70 et 80 usines. On a énormément d'agences. On est donc dans 117 pays. Et donc on peut considérer que déjà dans chaque usine et dans chaque pays dans lequel on est présent, il puisse y avoir une cellule de crise, sans compter chaque région qui les supervise et des cellules éventuellement centrales qui peuvent être en mesure de travailler de manière transverse. Deuxièmement, quant au profil qu'il y a à l'intérieur de ces cellules, on fait avec ce qu'on a. Dans le sens où, selon les agences, parfois on a très peu de ressources, parce que ce sont des petites agences, parfois on en a beaucoup. Donc la plupart du temps, la politique est la suivante, c'est de toujours essayer de prendre un maximum de gens qui ont les responsabilités et la connaissance suffisante. Donc souvent, on pioche dans les équipes de direction qui forment l'essentiel des bastions des cellules de crise. Mais comme chaque membre de direction peut être amené à avoir un remplaçant, on l'ouvre largement vers d'autres personnes. Et après, on regarde les fonctions autour de la table en fonction des profils des individus. Je vais donner un exemple. L'anticipation nécessite un calibrage mental particulier qui, nous, ne correspond pas à une fonction particulière. Donc là-dessus, c'est vraiment par rapport au mindset des personnes en présence qu'on va déterminer en avance qui serait le plus susceptible d'être un bon anticipateur, qui serait le plus susceptible d'être un bon facilitateur, etc. Alors, merci pour ta réponse. Et si on reprend vraiment un focus sur la crise épidémique, quel enjeu ça posait pour le groupe Michelin et quelles problématiques un peu ont été à surmonter avec vraiment c'est l'intérêt de ton partage d'expérience, cette dimension transnationale, de cultures différentes, de temporalité aussi différente, parce que le fait d'être implanté notamment dans les pays asiatiques, vous êtes peut-être permis d'avoir un temps d'avance en termes de remontée d'informations. Quels sont un peu les enjeux et les problématiques associés à ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant? Alors, l'enjeu du groupe Michelin a été, si je prends de manière vraiment macro, le même que celui de toutes les organisations, c'est-à-dire axé sur deux éléments clés. D'une part, la sécurité des employés, et dans un deuxième temps, essayer de maintenir tant que possible les activités. Bon, c'est un lieu commun de dire ça, il n'empêche, ça mérite d'être répété. Et comme tous les autres groupes, on s'est axé du moins tous les autres groupes de ma connaissance, on s'est axé sur ces deux points. Après, moi, j'aurais tendance à voir un enjeu particulier auquel ont été soumis les multinationales particulièrement. Donc un enjeu que je ne vois pas forcément chez toutes les autres entités et qui a frappé de plein fouet, j'aurais tendance à dire, les multinationales, celui d'un paradoxe. Il fallait gérer en effet une cohérence corporate, une cohérence centrale dans les décisions et dans les orientations, au même moment où on nous demandait une adaptabilité locale, où on était contraint à s'aligner avec les législations territoriales différentes qui pouvaient parfois être contradictoires. Et donc, c'est dans ce jeu d'équilibriste de garantie de cohérence centrale et d'adaptabilité locale que les multinationales ont dû faire face à un enjeu nouveau, selon moi. D'accord, donc ça montre bien en fait, toute la complexité de la gestion de crise avec des enjeux aussi de connaissances et de réseaux, d'avoir des réseaux locaux pour pouvoir trouver, je pense, des masques, pouvoir être au fait de la législation et des problématiques. Tout à fait. Et comme tu l'as dit précédemment, le fait
qu'on soit déjà très lourdement installé en Asie, a permis à nos organisations situées plus à l'ouest d'avoir un temps d'avance, c'est évident. Et le fait de bénéficier de structures logistiques et d'achat importantes ont été particulièrement précieuses. On va aborder un point qui a concerné énormément d'organisations durant cette période, c'est cette approche quasiment généralisée du fonctionnement en distanciel avec le télétravail quasiment généralisé. Comment vous êtes adapté justement sur le groupe Michelin sur cette généralisation et notamment pour l'organisation de gestion de crise de ce mode de fonctionnement en distanciel? Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, moi je vais parler de l'adaptation distancielle dans le cadre de la gestion de crise. Je ne serai pas en mesure de parler pour le cadre de la continuité de toutes les activités. Mais en ce qui concerne la gestion de crise, j'aurais tendance à dire que je n'ai pas vu de difficulté particulière, pas vu de perte en charge en l'occurrence. En fait, nous avions déjà développé des outils permettant de travailler en distanciel et même des outils backup, ceci en prévision ou en prévention de cyberattaques, qui était une menace qui pèse sur toutes les multinationales. Et ces mesures qu'on avait prises pour anticiper les cyberattaques nous ont beaucoup aidés parce qu'elles étaient déjà en place lors du Covid. Et en fait, nous, on a basé notre fonctionnement distanciel avec notamment la régularité des points à des créneaux acceptables pour tous les continents. Ça c'est toujours une petite difficulté des multinationales, c'est que réunir à peu près tout le monde aux mêmes heures demande un peu de souplesse calendaire, mais on y arrive. D'accord. Et justement, quand tu mets en avant cette importance de la facilitation, de la conduite de réunions multi-cellules de crise, enfin de reporting et derrière de décisions à prendre, c'est comment tu mettais en place un peu ces règles de fonctionnement. Je pense notamment à des points de situation ou quel partage de paroles, quel mode de communication justement pour pouvoir dans tous ces points réguliers avoir quelque chose qui lissait justement les différents types de biais. Alors l'idée c'est que ça a été très cadré. On avait des points très réguliers, donc à des heures où on avait un maximum de participants. On a eu un énorme nombre de participants sur certaines sessions, bien plus que ce qui aurait été possible en présentiel, et pourtant ça n'a pas posé de problème parce qu'on a imposé une facilitation très 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 directe, dans le sens où les règles étaient clairement dites, tous les sujets étaient abordés les uns après les autres, les interventions se faisaient de manière tout à fait ordonnée et tout le temps dans le cadre du sujet traité sur le moment, et à la fin on laissait un temps de questions-réponses pour les sujets qui méritaient d'être approfondis ou pour les sujets qui n'avaient pas été soulevés, de manière à être sûr que tout le monde ait un temps de parole équitable. Et comme j'étais à la fois leader pendant 11 des 16 semaines de fonctionnement de la cellule groupe et facilitateur, je m'octroyais le droit de donner du temps de parole à ceux qui en méritaient. D'accord. Ou du moins à ceux qui le nécessitaient. Je retire du tout totalement ce que j'ai dit, à ceux qui le nécessitaient, puisque tout le monde le méritait, mais il fallait que tout le monde ait un temps de parole adapté à leurs besoins. Ça met vraiment en avant la priorisation aussi des informations à transmettre et de la mise en avant de certains sujets. Enfin, je pense notamment au risque d'avoir sur des sujets parasites, soit de plus être sur les faits, mais d'être sur de l'opinion ou sur d'aller sur d'autres sujets, c'est de pouvoir recentrer et puis avoir un temps de parole partagé entre les différentes personnes. Alors tout à fait, ça c'était le premier avantage manifeste. Et ça nécessitait donc un marquage très serré de la facilitation qui devait peut-être ne pas être ressenti comme très agréable, parfois j'imagine bien. Mais le deuxième élément qui était une énorme valeur ajoutée, ça permettait le sense making, qui est donc un concept issu de Carl Weick pour la gestion de crise. Et en fait, on a évité la dilution du sense making du fait de la dématérialisation de la salle de crise, par cette facilitation et cette imposition d'une vision commune cohérente qui a été maintenue du début à la fin et que j'aurais tendance à voir comme une facteur clé de succès. Tu nous as dit que le groupe était implanté dans plus d'une centaine de pays différents, donc ça met bien en avant des enjeux de multiculturalité et notamment sur le sujet de gestion de crise.
Je précise également que tu as eu une expérience asiatique avec des postes en Chine pendant plusieurs années. Comment ça se traduit en termes de management et de politique de gestion de crise en fonction de différentes cultures? Comment on vient, voilà, il y a des cultures anglo-saxonnes, françaises, il y a des manières différentes de voir la gestion de crise, sa structuration. Je pense que ça doit être également différent dans les pays asiatiques, mais comment ça se traduit, toi, dans ta manière de conduire la gestion de crise du groupe Michelin vraiment au niveau groupe, et comment ça se traduit aussi dans l'accompagnement, dans la formation, dans la sensibilisation un peu des managers déconcentrés, donc je pense là notamment au niveau à la fois pays et usines. Alors, moi j'aurais tendance à dire que tout se joue en temps de paix. L'idée était d'une part de reposer largement sur l'avantage de la subsidiarité, de la fractalité dont j'ai parlé plus tôt, où en fait les cellules de crise ont le là sur la gestion qu'elles pensent faire localement, qu'elles pensent être la meilleure, et le fonctionnement qu'elles ont. Le fait que leurs cellules miroirs soient très liées à elles d'un point de vue géographique, qui leur permettent de bien connaître elles aussi les autorités locales et les enjeux. Donc localement, on sait faire et on est plus pertinent. Et grâce à cette subsidiarité, on n'impacte pas ça et on ne le perd pas. Et ça se cultive en temps de paix. Ça se cultive aussi en temps de paix, pas seulement dans les entraînements et dans l'organisation, mais dans l'acceptation par les managers de respecter cette subsidiarité et de ne pas rentrer dans un mode top-down. Contrat accepté par les managers Michelin. Mais encore, fallait-il passer du temps à avoir ce contrat. Donc ça c'est vraiment joué en temps de paix. Après, en temps de crise, l'idée c'est que cette facilitation très serrée a pour vertu d'être neutre d'un point de vue culturel, ce qui est quasiment impossible, mais du fait de mon expérience chinoise, j'avais pris pour parti j'étais assez vigilant sur des caractères culturels de mise en retrait spontanée en attendant que d'autres se positionnent par politesse ou par analyse, et j'ai fait en sorte de solliciter les entités de manière aléatoire régulièrement, de manière à pas forcer ou à pas donner d'alimenter l'expression de ces différences culturelles et de rester dans une sorte de neutralité artificielle, mais qui a pu être maintenue tout au long des échanges. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, ça met vraiment justement comment naviguer entre ces différentes cultures et l'importance d'être au fait des pratiques et d'avoir de l'expérience à l'international. C'est bien ce que tu mets en avant. Ce qui est assez intéressant, et donc là on va passer un peu à la deuxième phase, au deuxième format, un peu de l'actualité de la recherche et de mettre en avant un peu ton positionnement comme chercheur aussi de ce domaine-là et de ta capacité, comme ont d'autres personnes, à prendre du recul sur la pratique professionnelle. Donc ça s'est traduit pour toi par la maturation d'un projet de thèse qui a abouti en 2020 quand tu as soutenu ta thèse de docteur en sciences de gestion sur les thématiques de pilotage des cellules de crise avec le développement d'un modèle au sein du groupe Michelin. Donc ça, tu étais en immersion dans ton entreprise pendant cette phase de développement de ton projet de recherche et de réalisation de ta thèse. De ton point de vue, et d'avoir un peu cette double culture, à la fois vraiment industrielle dans un groupe international et puis de chercheurs, pour toi, quels sont un peu les avantages et les limites d'allier en fait à la fois de la recherche scientifique à visée opérationnelle, ça c'est bien ce qu'on met en avant dans la recherche gestion de crise, donc c'est de se dire il faut que ça soit utile à quelque chose et rapidement transférable. Comment ça s'est allié, donc cette dimension de cette recherche avec ton poste et le monde professionnel concrètement? Alors, comment ça s'est allié? Alors déjà, ça s'est fait avec un accord de mon employeur, puisque je voulais faire une thèse et étudier le groupe Michelin en lui-même et tenter de publier, si jamais mes recherches étaient intéressantes, le fruit de mes conclusions en mentionnant le groupe Michelin. Donc j'ai eu cet accord-là. Donc ça s'est fait de manière tout à fait aisée avec l'aval de mon employeur, sans condition aucune. Donc là-dessus, pas de difficulté. Après, moi j'y ai vu beaucoup d'avantages, et qu'est-ce qui l'a motivé
qu'est-ce qui a motivé cet élément-là? C'était les avantages dont je vais parler sont justement les éléments, les objectifs que j'avais. Donc j'ai eu de la chance, ces avantages anticipés ont été ressentis. D'une part, c'est d'essayer d'aller chercher des meilleures pratiques ailleurs. À mon sens, les entreprises souffrent de leurs lacunes scientifiques en sciences de gestion, puisque la science de gestion produit beaucoup, mais que les entreprises s'en nourrissent peu. Donc en fait, la recherche scientifique reste assez orpheline dans le monde de l'utilisation la recherche scientifique, oui, demeure orpheline en termes de succès d'utilisation des modèles qu'ils développent par les entreprises qui ignorent soit volontairement, mais je pense plutôt involontairement, toutes les mines d'or qui sont produites dans les revues. Donc moi, c'était l'idée déjà d'aller me nourrir de ces éléments-là. Et là, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé des tas de modèles fantastiques. Deuxièmement, moi, ce qui me posait problème, c'était l'importance fondamentale ou l'importance que je trouvais exagérée, la surinfluence des consultants et des benchmarks. Donc, dans le monde de l'entreprise, le benchmark est la règle, enfin, dans beaucoup de multinationales. Les consultants sont en fait l'organe qui permet de faire le lien ou qui amène de la nouveauté, souvent des nouveaux concepts aux entreprises. Lorsqu'on analyse un peu, parfois, ça repose sur des généralités ou même parfois sur des éléments de recherche, mais qui ont malheureusement été édulcorés pour essayer de manufacturer des nouvelles approches. Et ce n'était pas assez. Et donc, et enfin, moi, faisant partie d'une multinationale qui est plus de centenaire, on a une culture d'entreprise toute particulière, comme Saint-Gobain à la sienne, comme Air France à la sienne. Et outre trouver des modèles pertinents, il faut aussi qu'ils soient adaptés à notre culture d'entreprise. Et c'est par la recherche scientifique que j'ai pu, dans les modèles que je trouvais les plus pertinents, peser leur pérennité au sein de notre entreprise. Donc pour résumer un peu tes propos et pour les surligner, c'est à la fois l'importance de la confiance organisationnelle, hein, que les grandes entreprises puissent permettre à leurs employés d'initier des travaux de recherche pour questionner des pratiques, que ce soit la gestion de crise ou autre d'ailleurs, et puis en fait l'intérêt de ce questionnement qui rejaillit en fait derrière dans la manière de faire et dans l'amélioration des processus de l'entreprise, c'est cette dimension que surligne bien, tu mets bien en avant sur ton dernier propos, c'est de se dire, c'est vraiment le chercheur embarqué, avec jusqu'à aller dans la théorie ancrée, c'est de se dire, en étant à l'intérieur de l'entreprise, ça permet de s'alimenter de son expérience, d'aller chercher ailleurs aussi, c'est ce qu'on demande aux chercheurs à travers la veille, à travers le questionnement et la remise en question, mais tout simplement ça permet d'enrichir la vision de l'entreprise et derrière d'améliorer sa performance. Si on reprend une approche un peu plus conceptuelle sur la gestion de crise, pourquoi sur son évolution l'évolution de ses caractéristiques, on est dans une logique de crise de plus en plus complexe à gérer, au sens structurel, présence d'incertitudes, effets systémiques. C'est pas forcément un point de vue qu'on retrouve dans toute la littérature scientifique, mais en tout cas dans les ressentis qu'on a et dans la qualification des crises actuelles. Tu l'as bien mis en préambule à tes propos, de dire qu'on rentre dans le temps des crises, hein, concrètement, et on le vit pleinement en ce moment, mais face à cette augmentation de complexité, pourquoi il y a cette augmentation de complexité et comment ça se traduit en termes de gestion, et tout simplement comment on y fait face, quel concept on mobilise pour absorber cette complexité de la gestion de crise. Alors, moi, donc déjà, c'est un point de vue que je partage, que ces crises seront de plus en plus complexes à gérer. Alors, moi, j'y vois plusieurs raisons. Premièrement, les deux premières raisons que je vais avancer sont en lien avec la théorie des accidents normaux qui avait été développée par Perrault. C'est que le niveau de complexité de nos organisations va croissant et le niveau du couplage des activités de ces mêmes organisations va croissant. Ce qui veut dire qu'on augmente le risque statistique de n'importe quel dysfonctionnement et qu'en plus, ces risques statistiques auront une plus grande magnitude avec un plus gros effet boule de neige. Donc, la nature même, la digitalisation ou le tout data dans lequel on est entré annonce des crises plus nombreuses avec une plus grande magnitude. Donc là, c'est le premier point.
Pourquoi les crises sont de plus en plus complexes à gérer? C'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'aspect organisationnel de la crise, mais on a eu une vraie négligence sur l'expression des biais cognitifs au sein des cellules de crise. Pendant longtemps, on l'a négligé. Il y a eu pas mal d'études sur les biais cognitifs qui commencent à poindre, mais très peu sur les biais cognitifs exprimés en cellules de crise. Or, il y a pas mal de choses et pas mal de travaux à faire, me semble-t-il. Et quelque chose en lien qui me vient à l'esprit, c'est la spécialisation de l'expertise, qui peut être source de biais, qui est source de biais selon moi. Et en fait, on voit que les experts en gestion de crise sont super spécialisés, ou sont de plus en plus super spécialisés, et qui rendent la gestion de moins en moins pertinente, avec une vision globale de moins en moins efficace. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce que je vois en gestion de crise, c'est que l'expertise avant, dans la gestion des crises qui étaient moins complexes, l'expertise qu'on peut voir apparaître se basait d'abord sur le concept de méta-règles. Maintenant, l'expertise se base d'abord sur l'expérience. Alors, ce qui semble être une logique implacable, puisqu'il y a une étymologie commune entre les deux mots, mais baser l'expertise sur l'expérience, c'est ouvrir la porte à des biais de confirmation et toute foultitude de biais, et c'est des choses qu'on n'a pas forcément beaucoup abordées dans la littérature, au moment même où, je le répète, les organisations sont plus complexes et plus couplées. Merci pour cet éclairage, et ça permet aussi, question de complexité, de mettre en avant un élément majeur qui joue sur cette complexité, c'est la question de la dynamique d'une crise, donc sa temporalité et ses différentes phases. Comment la compréhension un peu de la temporalité, d'une dynamique d'une crise peut permettre de prendre du recul et de pouvoir anticiper, d'assurer une gestion de crise où on est, je ne vais pas dire pas surpris, mais où on a parfois quand même un coup d'avance et où on n'est pas en permanence face à des ruptures stratégiques. On parle bien sûr de linéarité, d'une crise de non-linéarité, de rebond. On a les exemples des différentes vagues épidémiques. On peut potentiellement aller sur une quatrième, mais comment on peut avoir une compréhension de cette temporalité d'un événement? Alors, j'aurais tendance à dire que j'aurais tendance à me porter en contradiction avec beaucoup de littérature sur la temporalité des crises, dans laquelle on voit souvent des signes avant-coureurs, une montée, un pic, une redescente, un rebond, ces choses-là, qui déjà ont été mis à mal, ces schémas, par les cyberattaques mondiales de 2017, NotPetya et WannaCry, dans lesquelles, qui étaient des crises qui étaient à la fois immédiates et holistiques, donc qui ne respectaient pas du tout cette temporalité et qui ont mis à mal bien des organisations. Donc déjà, la temporalité des crises telle qu'elle a toujours été vue n'est un modèle qui ne m'a pas convaincu. On a maintenant une difficulté absolue, c'est d'avoir une vision globale. Toujours parce que du fait de la complexification de nos systèmes et de leur couplage. Donc on ne peut pas anticiper puisqu'il n'y a pas de linéarité. La crise linéaire, je ne la connais pas, parce que si elle existait, il y aurait un principe de proportionnalité qui rendrait tout prévisible, et ça ne l'est pas. Donc en fait, l'idée, c'est au contraire d'éviter la non-linéarité en acceptant ou en assumant tout de suite qu'on se trompera et qu'on sera surpris. Il ne faut pas se préparer à être surpris, comme Lagadec par exemple nous l'avait bien démontré. Il faut accepter d'être surpris, ce qui est autre chose, et selon moi. Et donc il faut éviter d'être la dinde de Taleb. Nassim Taleb a utilisé la métaphore de la dinde qui tous les jours est de plus en plus convaincu que le lendemain ressemblera à la succession de jours qui l'ont précédé, jusqu'au jour où elle se fait couper la tête malheureusement pour terminer dans un four à Thanksgiving. Donc je pense que la première approche, c'est de rester humble face aux événements et de revoir sa copie de manière systématique. Ça veut dire aussi mettre, entre guillemets, un coup dans le flanc des concepts de retour d'expérience, et j'en ai conscience. Pour en conclure sur la dimension un petit peu recherche et scientifique, tu mobilises dans tes recherches le concept d'antifragilité.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce concept et comment ça entre en résonance ou non avec le concept de résilience? Alors, si tu veux bien, je vais commencer par la résilience, ce sera plus clair. Donc, si on regarde la littérature, alors il y a beaucoup de littérature qui parle de résilience. En France, on est très habitué à une approche plutôt psychologique de la résilience, qui nous a beaucoup influencé du fait du succès de Boris Cyrulnik et de ses travaux sur la résilience psychologique des enfants qui ont malheureusement subi des horreurs. Quand on regarde la littérature plutôt organisationnelle, on voit que la résilience se compose de trois phases successives, qui est d'abord une phase d'absorption où on encaisse le choc, et qui est un moment où l'organisation mobilise les ressources dont elle dispose pour affronter, ou essaie de mobiliser des ressources dont elle ne dispose pas auprès d'entités extérieures. À cette phase d'absorption se succède une phase d'improvisation, de renouvellement. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'on a mobilisés, il va falloir qu'on improvise quelque chose qui n'avait jamais été fait, de manière à affronter cette situation totalement imprévue et inédite. Et enfin, à cette situation de renouvellement se succède une phase d'acquisition, où en fait on capitalise, et c'est là où le concept de retour d'expérience prend toute sa valeur. Et donc on a ainsi, avec le concept de résilience, une organisation ou un organisme qui encaisse un choc, qui arrive à survivre, et qui apprend de ça. Donc on a quand même la notion de choc qu'on encaisse jusqu'au jour où on ne peut pas l'encaisser. Ça, c'est pour la résilience. Et donc la résilience se positionne vis-à-vis de la volatilité, se positionne vis-à-vis de la volatilité comme un principe résistant à la volatilité et apprenant. L'antifragilité, au contraire, est demandeuse de volatilité. L'antifragilité a besoin de volatilité pour opérer. Elle se développe grâce à la volatilité et chaque fois qu'elle affronte quelque chose, elle en devient plus forte. C'est exactement le principe de la culture, c'est exactement le principe de la connaissance, c'est le principe du développement de l'ADN. Il y a pas mal, les gènes évoluent comme ça, c'est un autre système et certaines organisations, certaines startups ont démarré comme ça. Et c'est une vision tout à fait différente de la gestion de crise. Est-ce que ça peut se rapporter un petit peu à l'approche que peuvent avoir soit un petit peu l'approche asiatique ou même aux États-Unis? Je reprends aux États-Unis, c'est l'expression un peu consacrée crisis is gold, c'est-à-dire que c'est des opportunités de changement potentiellement pour l'entreprise, pour le pays, où ça permet de repositionner un petit peu des marchés, des visions stratégiques. Et donc si je prends la dimension un peu asiatique, l'approche wedgie de risque et d'opportunité, où se dire tout n'est pas noir dans une situation de crise, mais ça permet potentiellement de rebattre les cartes, de repositionner des pions et de pouvoir repartir, ou de surfer sur la vague un petit peu, ça serait, si on prend l'exemple actuel. Alors c'est tout à fait juste, et je dirais même que c'est pas assez extrême. Cette vision d'antifragilité aurait tendance à voir tout ce qui n'est pas crise comme un état délétère à long terme. Donc c'est même pas crisis is God, c'est crisis is necessary. C'est comme ça que je traduirais si je devais improviser sur ce slogan que tu m'as rapporté. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose où on a vraiment besoin d'être challengé pour progresser. Et en permanence, sinon on commence à se détériorer. Et c'est en cela où la notion de simulation ou de stress test ne devient plus, quelque chose de périodique qui permet de se rappeler les pratiques. C'est plutôt quelque chose qui devrait être très périodique, voire quotidien, qui permet de se repenser en permanence. Et donc peut-être parfois de faire fi de certaines pratiques. Ça a l'air bête comme chou dit comme ça, mais ça change de manière radicale l'appréhension de la gestion de crise. Là, c'est assez intéressant ce que tu mets en avant parce que ça questionne aussi la vision de la gestion de crise pour un grand groupe industriel et pour un État, ça pourrait être quand même, je pense, des services de secours, une approche totalement différente. On n'est pas sur les mêmes enjeux et la même manière de voir le concept de la gestion de crise. Tout à fait. Mais après, l'idée de l'antifragilité, là encore, je vais m'aligner à la vision de Nassim Taleb. Il faut regarder l'antifragilité pas comme quelque chose qui est meilleur
ou moins bien que la résilience ou la résistance. En fait, il faut voir la gestion de crise comme un phénomène qui le complète. Nassim Taleb parle de curse by dimension. Je vais donner un exemple. On peut être un habitant des États-Unis. On est dans un pays ultralibéral et on peut vivre dans un État libéral, dans une toute petite ville qui fonctionne comme une société pré-socialiste. Et dans sa famille et dans sa communauté directe, on travaille comme dans un régime communiste, puisqu'on ne demande pas à ses enfants de payer le loyer. Et en fait, il n'y a pas de contradiction. On est la même personne et on évolue dans différentes dimensions avec différentes dynamiques. Et elles se complètent. Et en fait, l'ultralibéralisme est difficilement gérable à l'échelle d'un pays, l'ultralibéralisme à l'échelle d'une famille, puisque vous n'allez pas demander à vos enfants de se mettre sur le marché du travail et de payer au prorata de ce qu'ils consomment, puisque c'est vous, le père ou la mère de famille, qui assumez ses coûts, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'à contrario, il est difficile d'imaginer la planète entière sous un régime soviétique. En fait, tout est dans la nuance. Donc, et l'idée de l'antifragilité, c'est qu'à certains endroits, elle est plus rentable que la résilience, alors qu'à d'autres, elle l'est moins. Typiquement, on peut très bien avoir une organisation très résiliente sur la base des services de secours tels qu'ils sont faits, mais qu'on a certains services de secours ou certains budgets qui sont très exploratoires, où on sait qu'a priori, on risque plutôt de perdre des ressources, je parle de ressources financières et technologiques, hein, comprenons-nous bien, on risque plutôt de perdre ces ressources en tentant des choses, en tentant de découvrir des choses, et en fait, c'est le jeu d'options. Et on se dit, si on a de la chance, on parie sur des options, ça peut être très avantageux, et donc là, on est antifragile. Mais ça ne veut pas dire qu'on met toute la structure sous un régime antifragile. Ça montre, et ça on y reviendra, ça a déjà été abordé dans certains épisodes et on aura l'occasion d'y revenir, mais toute l'importance de la diversité dans ces thématiques de gestion de crise, diversité des approches, diversité des processus, des organisations et des moyens qu'on met en place. On va aborder maintenant un peu la partie points d'actualité de prospective, donc sur les points d'actualité, et c'est tout frais, tu viens d'écrire un ouvrage là, qui s'appelle « Surmonter les crises », aux éditions du Node, qui va paraître le 16 juin prochain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de cet ouvrage et des sujets que tu abordes ? Alors, la genèse de cet ouvrage est le fruit de multiples discussions avec plusieurs confrères, soit du monde public, soit du monde privé, dans lesquels, me semblait-il, il y avait certains éléments qui tenaient presque lieu de dogme, et pour lesquels on n'acceptait pas la nuance. Et or, au vu de mes fonctions chez Michelin et de mes recherches, je voyais plusieurs contre-exemples qui, me semble-t-il, amenaient à peut-être pondérer certains jugements, certaines idées reçues, comme j'explique dans le livre. Et il y a 5 idées reçues qui pour moi, méritaient d'être un petit peu challengées, positivement challengées, comme par exemple le fait que les signaux faibles sont détectables systématiquement avant la crise. Cette surimportance des signaux faibles, selon moi, qui colle étrangement avec l'ère du tout data, reste pour moi, sur certains éléments, paradoxal et contestable. Et je parle du paradoxe et même de l'oxymore qu'il y a dans l'expression du signal faible, et des questionnements pratico-pratiques qui m'amènent à me dire, si les signaux faibles, comment se fait-il que tous les gens qui disaient après le 11 septembre que c'était évident, ou qu'après la chute de Lehman Brothers, c'était évident au vu de leur bilan, de leur cours de résultat, comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas prévenu avant, et comment se fait-il qu'on ait toujours des gens qui s'aperçoivent des éléments après coup. Et donc ce que j'appelle le syndrome de l'historien. Il est évident que certains pays voulaient envahir la Pologne, surtout une fois que l'histoire est passée. Donc voilà pourquoi j'avais des interrogations sur les signaux faibles. Le deuxième, c'était le leader comme chef de guerre est essentiel. Et je pense qu'on a toute une iconographie et une mythologie, et parfois même cinématographique, de leaders de cellules de crise ou assimilés qui sont rentrés dans les esprits, et qui influencent même les leaders lorsqu'ils sont soumis à prendre leurs responsabilités, qui sont pour moi pas forcément adaptés à la gestion de crise
et qui tiennent parfois presque, qui poussent des leaders pourtant bien câblés à des positions parfois caricaturales. Et donc, pour avoir pu observer différents leaders, je me suis aperçu que le leader de type chef de guerre n'était pas forcément le profil le plus adapté pour les situations de crise dans le monde du privé notamment. La temporalité des crises suite à un pattern, ça c'est un autre élément que j'ai évoqué dans les questions précédentes, dans laquelle moi ce que j'ai vu c'est que c'est plutôt une temporalité cognitive. C'est comment nous on ressent la crise et qu'on la voit, et ce ne sont pas du tout des événements qui s'accélèrent, et c'est plutôt l'ambiguïté saisie à travers le prisme du sense-making, si je me fie à Carl Dweck, qui nous donne des interprétations différentes, et que la temporalité demeure tout à fait, entre guillemets, l'écoulement du temps est tout à fait normal. Et donc cette vision tronquée des crises ou de cette temporalité nous a amené à faire des organisations avec des dynamiques différentes selon les phases de la crise. Et donc cette artificialité de dynamique, pour moi, rend parfois des approches de crise inadaptées. Mais parfois, je répète, je pondère tout ce que je dis. L'avant-dernier point que j'ai abordé, c'est la planification comme élément pivot de la réaction face à la crise. La planification a énormément d'avantages. Donc je ne peux pas tous les citer, mais je les évoque néanmoins dans mon ouvrage. Par contre, je demande les biais que ça crée. D'ailleurs, les défenseurs même de la planification disaient que ça créait certains biais dans lesquels tout ce qui est hors de la planification semble hors sujet, peut être occulté ou ignoré par les membres de la cellule de crise. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est rendre à la planification son statut seulement de planification et d'enlever sa valeur quasi talismanique qu'on voit à l'intérieur des organisations. Et enfin, mon gros blasphème dans l'ouvrage, c'est d'attaquer le retour d'expérience tel qu'il est fait dans les organisations et en manifestant les doutes qui sont les miens sur la valeur ajoutée du retour d'expérience en mode partage d'opinions a posteriori dans un ordre déterminé de personnes qui donnent leur point de vue et où on voit des biais cognitifs à peu près à tous les étages et qui rendent la capitalisation parfois plus que douteuse selon moi. Donc c'est essentiellement qu'est-ce qu'on en retire de cette pratique de retour d'expérience et comment ça se traduit dans l'apprentissage organisationnel et dans ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en mobiliser. Et l'idée, c'est d'avoir une position constructive pour chacun de ces points en disant voici quelles seraient mes propositions. Là encore, au vu de mes expériences et au vu de la littérature que j'ai abordée, pour peut-être trouver des choses pour compléter ces pratiques et pour en combler les lacunes que je décris plus tôt dans chacun des chapitres. Merci pour la présentation de l'ouvrage, ça donne envie de s'y plonger. Une dernière petite question en termes un peu de conclusion et de prospective sur tes différentes expériences et les échanges, soit avec d'autres chercheurs ou avec des collègues qui sont sur des postes de responsables de gestion de crise et notamment de grands groupes. C'est quels sont les enjeux de demain associés à cette thématique et concrètement comment ça va après l'épisode qu'on a vécu face à la surabondance d'outils numériques avec des enjeux augmentés de potentielle dématérialisation de cellules de crise. Je pense à plusieurs grands groupes qui sont dans cette logique-là de ne pas forcément avoir des instances physiques de cellules de crise, mais d'aller de plus en plus sur des processus dématérialisés. Donc, par rapport à ton expérience et la veille que tu peux faire et les tendances que tu ressens, comment toi tu vois l'avenir de cette thématique essentiellement au sein de l'entreprise? Alors, moi, j'ai un avis assez pessimiste puisque, selon moi, les orientations générales qui sont prises vont pas forcément dans le sens des besoins. Moi, je dirais deux grands besoins, le low-tech et décomplexer la discipline. Alors, je vais y venir. On est dans une surenchère technologique, on est dans le tout numérique, dans le tout data. Je pense qu'au contraire, il faudra développer tant que possible, au vu de l'imagination et l'expertise, des options low-tech. Low-tech, low-technologie, revenir au papier-crayon quand on peut, revenir à des choses plus matérielles, le filaire quand on peut, pas tout miser sur le satellite. N'importe quelle personne qui commence à analyser ce qu'est une éruption solaire peut se dire « Oups, peut-être que tout miser sur le satellite est dangereux ». Donc, développer des options low-tech
pour s'affranchir de la dépendance technologique, pour moi, c'est essentiel. Malheureusement, je ne vois pas forcément beaucoup d'organisations partir dans cette direction-là. On est plutôt dans le contraire, dans la surenchère techno. Le deuxième, c'est décomplexifier la discipline. Qu'est-ce que je veux dire? Là, je parle de biais cognitifs. Il faut décomplexer la discipline vis-à-vis de l'expérience des 10 super experts. Il y a des tas de gens dont l'expérience est ultra précieuse et il ne faut pas s'en priver, et ceci n'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a vécu 30 crises identiques que la 31e va y ressembler. Et donc peut-être que parfois, il faut avoir l'humilité de miser sur le bon sens paysan et des systèmes qui marchent. Et donc, il faut décomplexer les acteurs de la gestion de crise qui sont autour de la table par rapport aux personnes qui peuvent être présentes et qui manifestent une expérience apparemment plus grande. Par là et par cette petite métaphore ou ce petit point de vue, ce que je veux dire, c'est regardons les biais des autres, regardons les nôtres. On n'arrivera pas à s'en affranchir. Par contre, d'un point de vue organisationnel, il y a des techniques de manière à en limiter les effets. Et là encore, c'est quelque chose pour lequel je trouve que les organisations ne misent pas encore. Et pourtant, pour prêcher ma paroisse et pour aller dans le sens des retours d'expérience, nous avons des retours d'expérience enregistrés sur des crises depuis les années 60. On a des kilomètres linéaires de rapports de retours d'expérience qui est soi-disant un gage de progrès. Et pourtant, on a toujours les mêmes fiascos au niveau des crises. On a toujours des gens d'expérience autour des tables, on a toujours des super experts, des gens qui montrent leur CV pour justifier la justesse de leur choix. Et pourtant, on a toujours les mêmes erreurs manifestes. L'idée, c'est de se dire, reprenons le sens de la cognition et pensons à l'organisation, comment l'organisation peut nous aider à être plus objectifs et retrouver ce bon sens paysan qui faisait que nos ancêtres arrivaient à gérer des crises et à survivre au niveau de leur organisation. Merci en tout cas, Raphaël, d'avoir pris le temps et d'avoir témoigné un peu de ton expérience et fait partager ton expérience. Merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve pour le prochain épisode sur le volet industrie de sécurité et industrie de gestion de crise avec l'entreprise CSGO.